J'ai vu, je sais qui tu es. Ne me cherche pas. Le bébé mérite mieux. Ces mots, ils étaient scotchés sur la porte vide de la chambre d'enfant. Une douce peinture blanche, un murmure prometteur. Le berceau était monté, mais moi, Marie Duval, enceinte de 7 mois, j'étais déjà parti. Et ces 4 petites phrases, mon Dieu, elles ont allumé un incendie, une véritable explosion. Julien Leclerc, mon mari, enfin mon ex-mari maintenant, les a lus. Je l'imagine, son visage se tordant, non pas de chagrin, mais de cette panique froide et mordante qu'il tentait si désespérément de cacher. Elle sait. Mais quoi exactement? Et qui avait-elle bien pu voir dans notre monde si soigneusement orchestré du Val des Sols? Je me souviens de l'odeur de sa peur, même si je n'étais pas là. Ce n'était pas celle du désespoir, non. Plutôt celle d'un prédateur acculé. Il a dû appeler son avocat, Maître Dubois, avant même de penser à la police. C'est Julien, ça. Toujours la stratégie, jamais l'émotion. On avait tout, Julien et moi. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Lui, le PDG charismatique de Leclerc Innovation, cette start-up techno qui venait de décrocher un contrat gouvernemental énorme. Moi, l'ancienne experte comptable judiciaire, brillante, disait Yensil, qui avait sacrifié sa carrière pour soutenir la sienne. Notre maison immense, un cube de verre et de béton poli, était le symbole de notre réussite. Un peu froide, à vrai dire, comme notre mariage l'était devenu. Mais je n'avais jamais vraiment abandonné mes compétences. Je les avais juste redirigées. Pendant 6 mois, une petite angoisse froide avait grandi dans mon ventre au rythme de mon bébé. Ça va commencer par des petites choses, les appels chuchotés sur le balcon tard le soir. Les réunions au bureau qui laissaient flotter un parfum étranger, cher. Pas mon Chanel, non, quelque chose de plus lourd, de plus musqué. C'était la façon dont il sursautait quand je touchais son téléphone, comment ses yeux fuyaient les miens quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Julien, maître de la manipulation, avait toujours une explication. Les appels, des négociations délicates. Le parfum, une cliente rencontrée dans un fumoir. Mes questions, des hormones de grossesse, de la paranoïa. Ma chérie, tu te fais des films, ronronnait-il en me frottant les pieds gonflés. Toute cette pression, c'est pour tout et pour nous, pour le bébé. Mais j'avais passé 10 ans à traquer des fraudes de plusieurs millions. Je connaissais les schémas des menteurs. Je savais reconnaître l'odeur d'une dissimulation. Mon corps, mon intuition, mes tripes d'experte comptable me hurlaient qu'il y avait quelque chose de profondément, horriblement faux. C'était un mardi, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Ou peut-être un mercredi, peu importe. Le souvenir est moins précis sur le jour que sur le coup de froid qui m'a glacé. Julien avait dit qu'il partait pour Bordeaux pour une réunion d'urgence de 24 heures, un truc de dernière minute. Il m'avait embrassé sur le front, ses lèvres froides, et m'avait dit de me reposer pour le bébé. 3 heures plus tard, Sophie Leroy, ma meilleure amie, a appelé. Sa voix était joyeuse. « Salut, je suis au Café du Lac, je prends mon fameux latte à la lavande. Devine quoi? Je viens de voir la Tesla noire de Julien sur le parking. Je pensais qu'il était à Bordeaux, non? » Mon sang s'est figé. Le Café du Lac n'était pas près de son bureau. C'était un endroit discret et chic, dans un quartier plus isolé, connu pour ses cabines privées. Il avait menti. « Oh, un changement de dernière minute. » avais-je balbutié, ma voix tremblante, presque inaudible. Il rencontre un investisseur local. J'avais oublié. « Ah, d'accord. Bon, je te ramène un scone? » « Non, Sophie, je dois raccrocher. » J'ai raccroché, l'esprit en ébullition. Un mensonge grossier, facile à démasquer. Il devenait bâclé. Ou peut-être qu'il ne s'en souciait plus du tout. J'ai attrapé mes clés, ignorant cette petite voix dans ma tête qui me criait que j'étais enceinte de 7 mois
et que je ne devais pas conduire dans cet état. Mais je n'étais pas hystérique. J'étais froide, une scientifique face à une expérience. Je devais juste voir les données par moi-même. J'ai garé ma voiture en face du Café du Lac, mon cœur cognant comme un marteau-piqueur contre mes côtes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Il est sorti, non pas avec un vieil investisseur grisonnant, mais avec elle. Elle était splendide, pour tout dire. Grande, des jambes interminables, moulée dans une robe vert forêt qui épousait toutes ses courbes. Ses cheveux, une cascade blonde platine irréelle. Elle riait, penchant la tête en arrière, sa main posée sur le bras de Julien dans un geste de possession intime et désinvolte. Julien, il rayonnait. Ce n'était pas le mari fatigué, stressé, que j'avais à la maison. C'était l'homme vibrant et charmant dont j'étais tombée amoureuse. Il s'est penché, lui a chuchoté quelque chose, et elle a ri de nouveau. J'ai ressenti la trahison comme un coup physique, me coupant le souffle. Je l'ai vu lui donner une épaisse enveloppe Kraft. Elle l'a prise, la glissant dans une mallette en cuir à l'air très cher. Ça ressemblait à une transaction, un paiement. Puis la femme a fait quelque chose qui a brisé ma dernière défense. Elle s'est mise sur la pointe des pieds, l'a embrassé pleinement sur les lèvres, un long baiser persistant, puis est allée vers une Maserati argentée, garée 2 places après la Tesla de Julien. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je vous le demande, vraiment. J'étais gelé, assise dans ma voiture, pendant que les 2 véhicules s'éloignaient dans des directions opposées. Je fixais l'espace vide où il se trouvait, ma vision brouillée par un mélange de larmes et de rage. Ce n'était plus une simple suspicion. C'était un fait. Une femme, un baiser, une enveloppe. Je suis rentré chez moi comme dans un rêve, le monde autour de moi chancelant. Chaque promesse, chaque sourire partagé, chaque projet d'avenir me semblait n'être qu'un accessoire dans une pièce de théâtre dont j'ignorais faire partie. Je suis entré dans la maison, le silence assourdissant. J'ai traversé la cuisine, le salon, et j'ai monté les escaliers. Je me suis arrêté devant la chambre de bébé, les murs d'un blanc chuchotant, le mobile en bois sculpté de lune et d'étoiles, le petit berceau vide. J'avais bâti un nid. Il avait bâti un mensonge. Moment, ici, je dois m'arrêter un instant. C'était ça, le cœur du problème. Ce sentiment d'absurdité totale. Comment peut-on construire une vie, des projets, avec quelqu'un et découvrir que tout est une mise en scène? C'est un peu comme si, toute ta vie, tu crois vivre une belle histoire d'amour, et puis un jour, on te montre le scénario et le metteur en scène. Et ce n'est pas le tien, ni celui que tu as cru écrire. C'est le leur, avec ton rôle de dinde de service. Dans ma tête, ça ne pouvait pas se dérouler comme ça. Pas comme ça. J'avais été une experte comptable judiciaire, mes vies étaient faites de faits, de preuves. Ce spectacle, cette pantomime, ce n'était pas moi. Ce n'était pas ce que j'étais prête à accepter. Aucune femme ne devrait accepter ça. Ce n'était pas une question de faiblesse ou d'hormones, mais de respect de soi et de survie. Mais peut-être que c'était précisément la solution. Peut-être que le chaos le plus total était ma seule porte de sortie. Je n'avais aucune idée de comment j'allais m'en sortir, mais une chose était certaine. Je ne m'effondrerais pas. Quoi qu'il arrive, je devais me battre. Pour mon enfant et pour moi. Allez, retour à l'action. Une résolution froide et dure s'est emparée de moi, remplaçant la douleur brûlante. Je n'étais pas la victime fragile et hormonale qu'il avait essayé de dépeindre. J'étais Marie Duval et je venais de récupérer ma première preuve. Je n'ai pas pleuré. Je me suis mise au travail. Parfois, la nuit, quand je ne trouvais pas le sommeil, je repensais à mon père, à cette manière qu'il avait de dire « Ne fais jamais confiance à ce qui semble trop beau ». Il parlait des marchands sur les marchés, des faiseurs de promesses creuses. Mais maintenant, je le comprenais autrement. Cette vie, ces promesses, tout ce n'est trop parfait, trop beau, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à mes dépens. Mon père avait toujours eu le nez pour déceler les imposteurs, une intuition que j'avais héritée sans le savoir vraiment.
C'est peut-être ça qui m'a sauvé. Julien, lui, a sans doute continué sa vie, pensant avoir tout sous contrôle. Il a sûrement vérifié son reflet dans l'ascenseur à vitres fumées de son immeuble de bureau, redressé sa cravate Zegna sur mesure, passé une main dans ses cheveux impeccablement coiffés. La réunion avec Sarafina Bernard, oui, celle qui jouait le rôle de l'amante et qui est devenue ma plus précieuse alliée, avait été parfaite de son point de vue. Les dernières tranches de capital étaient en cours de transfert. Encore une semaine, peut-être deux, et il serait intouchable. Son téléphone a vibré. Un SMS de SB. Colis livré. Sujet à confirmer la réception. À toi de jouer. Julien a dû sourire. Il gérerait SB plus tard. D'abord, il devait jouer le rôle du mari de retour. Il avait déjà envoyé un SMS à Marie, rempli de fausses excuses de vol retardé. Il achèterait des fleurs, me frotterait les pieds et m'écouterait me plaindre de mon dos. La pensée le faisait soupirer, j'en suis sûr. J'étais devenue si maternelle, si ennuyeuse. Quelle idiotie. Mais sa petite mise en scène a rapidement déraillé. Je n'étais plus là. Le silence qu'il a trouvé en rentrant chez lui à 20h02 n'était pas le calme habituel. C'était un vide lourd et oppressant. Pas de télévision, pas de musique, pas le moindre bruit dans la chambre d'enfant. Il a appelé mon nom. Marie, un petit agacement, pas d'inquiétude. La cuisine était sombre. Une seule tasse de thé sur le comptoir, froide. Il a parcouru le rez-de-chaussée. Rien. Il a monté les escaliers, le coûteux tapis de laine étouffant ses pas. Ce n'est pas drôle, Marie. Mon vol a été un enfer. Il a vérifié notre chambre. Vide. La salle de bain attenante. Vide. Il a dû sentir cet étrange picotement sur sa nuque. Puis, il a descendu le couloir vers la seule pièce où je passais tout mon temps. La porte de la chambre de bébé était légèrement entr'ouverte. Il l'a poussée. La pièce était impeccable. Le mur blanc murmure semblait briller dans le crépuscule. Tout était à sa place, sauf sa femme, et cette seule enveloppe blanche scotchée au berceau. C'était écrit de ma main, mon écriture soignée et précise. Julien, il l'a déchiré. Ce n'était pas une lettre, c'était une note. J'ai vu, je sais qui tu es, ne me cherche pas, le bébé mérite mieux. Il l'a lu une fois, deux fois, une troisième. Son sang s'est glacé, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. Il n'avait pas le cœur brisé. Il n'était même pas triste, il était instantanément et profondément terrifié. J'ai vu, elle m'a vu. Vu où? Au Café du Lac, ça devait être ça. Je sais qui tu es. Qu'il était un tricheur, un menteur ou autre chose. L'ambiguïté de la phrase était terrifiante pour lui. Ne me cherche pas. C'était de la partie qui a mis son cerveau de requin des affaires en marche. Ce n'était pas une prière. C'était un ordre, une menace. Le bébé mérite mieux. Il a froissé la note dans son poing. Son premier instinct était d'appeler Isabelle Dubois, sa complice en toutes choses. Mais il s'est arrêté. Si Marie l'avait vu, l'avait-elle vu avec Isabelle? Non. Il avait rencontré Isabelle au bureau, comme toujours. Le Café du Lac, c'était Sarafina. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. Oui? Une voix féminine froide a répondu. C'était Sarafina Bernard, l'enquêteuse privée la plus réputée de Bernard Solutions, une femme brillante et impitoyable. Pour Julien, elle était sa maîtresse, celle qu'il pensait que j'avais vue. Pour moi, elle était ma meilleure chance. Sarafina, c'est Julien. On a un problème. Elle est partie. Partie? Disparue. Elle a laissé une note. Elle a dit « J'ai vu ». Elle t'a vu aujourd'hui au Café du Lac. Il y a eu une pause. Impossible. La cabine était privée. J'ai été méticuleuse. Quelqu'un a vu ma voiture, a sifflé Julien. Elle sait, ça change tout. Le calendrier est avancé. Tu as eu le paquet? A demandé Sarafina, sa voix purement professionnelle. Oui, je l'ai eu, mais il ne sert à rien si elle est allée à la police. Elle ne l'a pas fait, a dit Sarafina avec certitude.
Une femme comme ta femme, une note comme celle-là, elle fuit, elle ne parle pas. Pas encore. Appelle ton avocat, attends 24 heures, puis appelle la police. Joue ton rôle, Julien. Tu es le mari affolé, tiens-toi au plan. L'appel s'est terminé. Julien a sombré sur le petit fauteuil à bascule de la chambre d'enfant. La tête entre les mains, il a lissé la note froissée. Il devait jouer ça parfaitement. Il devait être la victime. Il a passé les 2 heures suivantes à construire méticuleusement son alibi. Il a appelé mon téléphone, laissant une série de messages vocaux de plus en plus paniqués. « Chérie, où es-tu? Je suis rentré. Je commence à m'inquiéter. Marie, s'il te plaît, rappelle-moi. Je commence à paniquer. » Il a envoyé un SMS à Sophie, ma meilleure amie. « Salut Sophie, as-tu eu des nouvelles de Marie? Elle n'était pas à la maison quand je suis rentré et elle ne répond pas. Elle est probablement endormie chez sa mère, mais je vérifie. » Puis il a appelé son avocat, Maître Gérard Dubois, l'homme spécialisé dans la gestion de la réputation des entreprises. « Maître, a-t-il dit, sa voix pleine d'une panique fabriquée. Ma femme, elle a disparu. Le lendemain matin, précisément 24 heures après ma disparition officielle, Julien Leclerc a appelé le 17 pour signaler que sa femme, enceinte de 7 mois, avait disparu. L'inspecteur Pierre Martin avait 20 ans de service. Il avait tout vu et il détestait les affaires domestiques, surtout celles des riches. Elles étaient toujours compliquées et les maris toujours un peu trop lisses. Julien Leclerc était bien trop lisse. L'inspecteur Martin se tenait dans le salon immaculé, sirotant un café éventé de sa thermos. Julien était sur le canapé, la tête dans les mains, mais son costume à 5 000 € n'était même pas froissé. Ses yeux étaient rouges, mais Martin savait comment simuler ça. Il suffisait de se frotter les yeux assez fort. « Monsieur Leclerc, » a dit Martin, sa voix un graveleux murmuré. « Reprenons. Vous êtes rentré d'un voyage d'affaires à 20 heures. Vous avez trouvé cette note. » Il a brandi la note, maintenant dans un sac de preuves. « Et vous avez attendu 24 heures pour nous appeler. » « Pourquoi? » Mon avocat, Maître Dubois, a bégayé Julien. Il a dit que puisqu'elle avait laissé une note, elle n'était pas portée disparue, elle était volontairement absente. Il a dit qu'elle était enceinte et hormonale, et probablement juste dans un spa ou chez sa mère, et qu'appeler la police ne ferait que créer une panique. Mais je ne pouvais plus attendre. Ma femme enceinte a disparu. Les yeux de Martin se sont plissés. Dubois, bien sûr, le requin. Hormonal, a répété Martin, sa voix monocorde. Bien sûr. La porte d'entrée a éclaté et une femme a fait irruption, le visage pâle et taché de larmes. C'était Sophie. Où est-elle, Julien? Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle a bousculé un agent en uniforme et s'est retrouvée face à Julien, son doigt lui piquant la poitrine. « Sophie, s'il te plaît, » a dit Julien, arborant son visage de veuf éploré. « Ne me dis pas, s'il te plaît, Sophie, monstre, » a-t-elle crié. « Elle m'a appelé, elle avait peur de toi, elle savait que tu la trompais. » L'air dans la pièce est devenu immobile. Martin a regardé Julien. « C'est vrai, monsieur Leclerc, vous trompiez votre femme enceinte? »« Non, » a dit Julien trop vite. « C'est ridicule. Marie était... Elle n'était pas elle-même. Les hormones, la grossesse, elle était paranoïaque. Elle m'accusait depuis des mois. »« Elle n'était pas paranoïaque, » a hurlé Sophie, les larmes coulant sur son visage. « C'était une experte comptable judiciaire. Elle voyait des schémas et elle t'a vu. Menteur. Elle m'a dit qu'elle allait te quitter. Elle attendait juste que le bébé naisse. »« Sophie, tu n'aides pas, » a dit Julien, sa voix devenant froide. Le masque glissait. « Oh, je ne t'aide pas, » a craché Sophie. « J'aide Marie, inspecteur. » Elle s'est tournée vers Martin, ses yeux brillants. Vérifier ses alibis, vérifier son téléphone. Il lui a menti pendant 1 an et vérifier sa sœur Isabelle. Isabelle Dubois. Elle est sa directrice financière. Les deux. Ils sont trop proches. Marie détestait ça. Julien s'est levé d'un bond.
Ça suffit. Isabelle est sa sœur. Tu es en deuil, Sophie, mais tu ne vas pas me calomnier ni calomnier sa famille. Calomnier? Sophie a laissé échapper un rire bref et amer. C'est toi qui es allé aux îles de la Réunion le mois dernier avec elle. C'était du team building, c'est ça? Marie a vu les billets. Martin s'est interposé. Madame, merci. Nous allons examiner tout ça. Il s'est tourné vers Julien. Monsieur Leclerc, j'ai besoin d'une liste des connaissances de votre femme et j'aurai besoin de votre téléphone et de vos ordinateurs. Tous. Le visage de Julien est devenu blanc. Le mari lisse et éploré avait disparu. À sa place, un animal acculé. Vous ne pouvez pas. Mon avocat. Votre avocat peut parler à mon capitaine dès maintenant. Votre femme est une personne disparue à haut risque. La viabilité de ce bébé est en jeu. Je ne joue pas. Donnez-moi le téléphone. Alors que Julien remettait son iPhone à contre-cœur, Sophie a attrapé le bras de Martin. Inspecteur, a-t-elle chuchoté, sa voix basse et urgente. Marie est intelligente, plus intelligente que lui. Si elle est partie, elle l'a fait pour une raison. Elle ne disparaîtrait pas juste comme ça. Il a fait quelque chose. Martin a hoché la tête. Je commence à vous croire, madame. Il est sorti de la maison, le téléphone en main. Les vautours médiatiques se rassemblaient déjà sur la pelouse. Ça m'allait être un cirque. Mais en regardant en arrière vers la maison, vers Julien qui observait depuis la fenêtre, son visage un masque de fureur, Martin a eu un pressentiment. Ce n'était pas une affaire de personnes disparues. C'était un prélude à un homicide. Les reportages étaient frénétiques. Marie Duval, femme enceinte locale, disparaît. Le mari craint un acte criminel. Moi, Marie Duval, pas du tout disparu. J'étais assise dans une petite pièce spartiate, un lit, une commode, une petite kitchenette. C'était une location à long terme aux résidences du Havre, une résidence discrète et hautement sécurisée, conçue pour les personnes sous protection de témoins ou fuyant des situations domestiques dangereuses. Je regardais l'émission sur une petite télévision, le visage impassible. J'ai pris une gorgée de tisane et coupé le son. J'ai posé une main sur mon ventre. « C'est bon, ma petite, » ai-je chuchoté. « Maman est juste au travail. » La porte s'est ouverte et une femme est entrée. C'était la magnifique maîtresse du Café du Lac, Sarafina Bernard. « Tu es partout aux infos, » a dit la femme, sortant un ordinateur portable de sa maillette en cuir. « Bien, » ai-je dit. « Il panique? » « Paniquer ne suffit pas à le décrire, » a dit Sarafina, installant l'ordinateur. « Il m'a appelé, tu sais, juste après avoir trouvé ta note. Il pense que je suis sa maîtresse, celle que tu as vue. »« Tu as bien joué ton rôle, » ai-je dit, un petit sourire froid effleurant mes lèvres. Ce baiser était convaincant. « C'est un sale boulot, » a haussé les épaules Sarafina, sans sourire. « Mais ça m'a permis d'être proche. Il est arrogant. Il m'a engagé il y a 3 mois. Devine pourquoi? Pour savoir si je le trompais, ai-je dit, ma voix monocorde. Bingo. Il voulait monter un dossier pour éviter le contrat de mariage, invoquant l'infidélité. L'ironie est si épaisse que j'en étouffe. Il me paye une fortune pour trouver des saletés sur 3 pendant qu'il... Pendant qu'il quoi? Ai-je demandé, mes yeux vifs. C'était ça, le flashback, la vraie histoire. Je n'avais pas seulement soupçonné une liaison. Je savais. J'avais mis un traceur sur sa voiture des mois auparavant. J'avais vu les débits de Fidelity Trust International, une banque à Monaco. Je savais qu'il déplaçait de l'argent, notre argent, l'argent de l'entreprise. L'affaire n'était qu'une diversion. Le vrai crime était le détournement de fonds. Je ne pouvais pas aller à la police. Julien était le Golden Boy. Il me dépeindrait comme une femme enceinte hystérique. Je devais obtenir des preuves. Des preuves solides, irréfutables. Mais je ne pouvais pas m'approcher suffisamment. Il m'avait coupé de nos finances, de son entreprise. Puis un miracle. J'ai vérifié son historique de navigateur. Il était négligent en effaçant tout et j'ai vu une recherche pour Bernard Solutions. Enquête privée. J'ai fait mes propres recherches. Sarafina Bernard, la meilleure.
J'avais pris le plus grand risque de ma vie. J'étais allé au bureau de Serafina avant Julien. Il va vous engager, lui avais-je dit, assise en face de l'enquêtrice intimidante et chic. Il va vous demander d'enquêter sur moi pour infidélité. Serafina avait haussé un sourcil parfaitement sculpté. Et je veux que vous preniez l'affaire, avais-je poursuivi. Prenez son argent. Et pendant que vous enquêtez sur moi, je veux que vous soyez mon agent infiltré. Je veux que vous enquêtiez sur lui. C'est un conflit d'intérêts, Madame Duval. C'est une convergence d'intérêts, avais-je corrigé. Je vous paierai le double de votre avance. Il me trompe, mais ce n'est pas ce qui m'importe. C'est un criminel. Il détourne de l'argent de sa propre entreprise, Leclerc Innovation. Et j'ai le sentiment que l'affaire n'est qu'une couverture. Et qui est l'amante? Avait demandé Serafina. Ma voix s'était brisée pour la première fois. Ma sœur, Isabelle Dubois, sa directrice financière. La trahison était si profonde, si abyssale, qu'elle avait failli me briser. Mais j'avais canalisé cette douleur en une rage froide et dure. Serafina, qui en avait vu des crapules, a pris l'affaire. C'est très irrégulier, avait-elle dit. J'adore. Donc, Serafina avait joué son rôle. Elle avait laissé Julien l'engager. Elle lui avait fourni des rapports inutiles sur moi. Sujet est allé au yoga prénatal. Sujet a déjeuné avec Sophie Leroy. Pendant ce temps, elle utilisait l'accès que Julien lui avait donné pour être mes yeux et mes oreilles. La réunion au Café du Lac n'était pas un rendez-vous galant. C'était la remise finale. Il pense que je suis son allié, a dit Serafina de retour au Havre. Il pense que l'enveloppe que je lui ai donnée et dont je lui ai dit qu'elle contenait les preuves dont il avait besoin contre toi était la seule. Il n'a aucune idée de celle qu'il m'a donnée. Elle a tapoté l'enveloppe Kraft que Julien lui avait remise au café. Alors, qu'est-ce qu'il t'a donné? Ai-je demandé. Il est plus bête que je ne le pensais, a dit Serafina. Il pense que je ne suis qu'une détective privée. Il ne connaît pas mon passé en criminalistique numérique. Il m'a demandé de sécuriser certains fichiers pour lui. Il pense que je suis sa complice. Il m'a donné un disque dur. Un disque dur contenant l'intégralité du grand livre de compte offshore de Fidelity Trust International. Chaque transfert, chaque dette, et le meilleur de tout, le sourire de Serafina était rapace. Il y a le nom de son co-conspirateur, celui qui l'aide à déplacer l'argent de l'intérieur de Leclerc Innovation. J'ai retenu mon souffle. Ma sœur, Isabelle Dubois, signée et datée sur chaque autorisation de transfert. J'ai laissé échapper le souffle que je retenais depuis 1 an. Il est ruiné, ai-je dit. Ils le sont tous les deux, a corrigé Serafina. Ta note était géniale. Ça l'a mise en pleine spirale. Il se concentre sur l'affaire et la femme disparue, comme tu l'as prédit. Il ne pense même pas à l'argent. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le mur de briques anonyme du bâtiment voisin. Il a pris ma carrière, ma maison, ma famille. Il ne va pas juste aller en prison. Je vais tout prendre. Alors, quelle est la prochaine étape? A demandé Serafina. Maintenant, nous allons leaker, mais pas à la police. Pas encore. L'inspecteur Martin est intelligent, mais il cherche un corps. Je ne suis pas un corps. Je suis un prédateur. Il est temps d'alerter les autres prédateurs. Je me suis tourné, le visage un masque de fer. Envoyé le dossier complet de manière anonyme à l'AMF, Autorité des marchés financiers en France. L'enquête de l'AMF a progressé à une vitesse terrifiante. Un tuyau anonyme contenant une charge de données méticuleusement organisée avait atterri sur le bureau d'un agent principal. En 48 heures, un gel discret a été imposé sur tous les actifs liés à Leclerc Innovation et Fidelity Trust International. Julien Leclerc l'a découvert lorsque sa carte Amex d'entreprise a été refusée dans une station-service. Il était en train de s'effondrer. La police était une présence constante et bourdonnante. L'inspecteur Martin était passé chez lui à son bureau, parlant à son personnel. Les médias étaient campés sur sa pelouse
diffusant son visage de mari en deuil au monde entier. Et Sophie, cette chère Sophie, était sur toutes les chaînes d'information locales, racontant à quel point il était un mari dominateur et manipulateur. Mais ça, c'était nouveau. Il était assis dans sa Tesla, le message de paiement refusé brûlant sur l'écran. Il a essayé sa carte personnelle. Refusé. Il a appelé la banque. Monsieur, une retenue temporaire a été placée sur vos comptes en attendant un examen fédéral. Examen fédéral? Quel examen fédéral? La ligne a coupé. Il a démarré à toute vitesse, non pas chez lui, mais au bureau. Il a bousculé son assistante et a fait irruption dans le bureau qu'il avait évité. Isabelle Dubois, sa directrice financière et ma sœur, et levé les yeux, le visage pâle. « Julien, qu'est-ce que... » « Ils savent, a-t-il sifflé, verrouillant la porte. « L'argent, c'est gelé. L'AMF, quelqu'un a parlé. » Le calme glacial d'Isabelle s'est fissuré. « Impossible, seulement toi et moi. » Est-ce ce que Marie savait? Julien s'est retourné contre elle. « As-tu déjà mentionné les transferts à Marie? » « Bien sûr que non, » a rétorqué Isabelle, sa voix montant en panique. « Je la déteste. Pourquoi lui aurais-je dit que j'aidais son mari à la ruiner? J'ai couvert nos traces pendant 1 an. » « Eh bien, tu as raté quelque chose, » a rugi Julien. « Elle n'est pas juste portée disparue. Elle est en train de faire ça. Cette note, je sais qui tu es. Elle ne voulait pas dire un tricheur, Izzy. Elle voulait dire un criminel. La réalisation les a frappés tous les deux en même temps. Ce n'était pas un conflit domestique. C'était un démantèlement d'entreprise. « Le disque dur », a murmuré Isabelle, les yeux écarquillés de terreur. « Celui que tu as donné à cette détective privée, cette femme blonde. »« Sarafina Bernard », a grogné Julien. « Elle m'a joué. Marie a dû la joindre en premier. C'était un agent double. »« Oh mon Dieu, Julien », a commencé Isabelle à hyperventiler. « Mon nom est sur tout. »« Calme-toi », a-t-il claqué. « Ce n'est pas fini. Les comptes sont gelés, mais le serveur principal, celui de la Banque de Monaco, est toujours actif. Si on peut y entrer, on peut initier un transfert catastrophique vers un nouveau compte propre à Singapour. Et c'est un kill switch. Ça va effacer les serveurs de Fidelity Trust. « Mais on ne peut pas y accéder d'ici », a dit Isabelle. « Les protocoles de sécurité. Ils nécessitent la clé de chiffrement physique. »« La clé ?» a dit Julien, ses yeux s'illuminant. « La clé n'est pas ici. Elle est au seul endroit où personne ne regarderait jamais. »« Où ? » ?»« L'endroit qu'elle construisait depuis 1 an. L'endroit qu'elle pensait être le sien. » Il est sorti du bureau, la chambre de bébé. C'est dans la chambre de bébé. Il avait été si astucieux. Quand j'avais insisté pour un purificateur d'air ultra-moderne pour la chambre du bébé, il avait acquiescé. Il avait acheté l'Everest Pure Air 5000, un modèle haut de gamme. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il l'avait évidé. À l'intérieur, derrière le filtre, se trouvait un petit coffre-fort de haute sécurité. Et à l'intérieur de ce coffre-fort se trouvait la clé USB physique contenant les clés de chiffrement de tout l'Empire Offshore. C'était la seule copie. Il avait trouvé ça poétique. Mon nid était bâti autour de son plus grand secret. Pendant ce temps, l'inspecteur Martin était frustré. Il était sûr à 99% que Julien Leclerc était un tueur, mais il n'avait pas de corps. Il avait mon téléphone que j'avais laissé derrière moi, un mouvement classique de fugue. Il avait le téléphone de Julien, qui était propre, trop propre. L'homme avait clairement utilisé un téléphone jetable. Il interrogeait Sophie Leroy pour la 3e fois. « Je vous le dis, » a insisté Sophie, « Marie n'est pas une victime, pas comme vous le pensez. Elle ne se contenterait pas de fuir, elle se battrait. C'est une experte comptable judiciaire. Elle monterait un dossier. »« Un dossier, pourquoi ?» a soupiré Martin. « Le divorce, pour tout. » Sophie a dit, « Sa sœur Isabelle. Commencez par là. Je vous le dis, elle est la clé. »
Marie a toujours dit qu'Isabelle était jalouse d'elle depuis sa naissance. Elle ferait n'importe quoi pour prendre ce qui est à moi. Sophie m'a raconté plus tard, avec cette fureur qui lui est propre, comment elle avait explosé face à Julien, ne reculant devant rien, et qu'elle avait senti l'inspecteur Martin se ranger à son avis. Pour elle, Julien n'était qu'un monstre, et mon absence, l'acte final d'une violence insidieuse. Elle était si désespérée de me retrouver, si certaine de son instinct. Elle me parlait de mon absence comme d'un enlèvement, un acte de violence. Et je sais que mon silence à ce moment-là avait dû être pour elle insoutenable. Elle n'arrivait pas à comprendre que mon départ était, en soi, une stratégie. Le téléphone de Martin a sonné. C'était le laboratoire médico-légal. « Inspecteur, » disait le SMS, « vous aviez raison. Le téléphone de Marie était un échec. Mais nous avons fait une analyse approfondie du réseau domestique comme vous l'avez demandé. Le routeur Wi-Fi, quelqu'un, pas Julien, s'est connecté au panneau d'administration du routeur il y a 2 jours depuis l'intérieur de la maison. Ils ont installé un packet sniffer. »« Ce qui signifie quoi? » a demandé Martin, se redressant. « Ce qui signifie qu'il surveille tout son trafic Internet, chaque frappe, chaque site qu'il visite, et le sniffer achemine toutes ses données vers une IP sécurisée hors site. Quelqu'un l'espionnait. » Martin a regardé Sophie. Elle ne fuit pas, elle chasse. Et le technicien a ajouté, « Cette adresse IP vient de nous envoyer un ping. C'est une alerte automatisée. Elle transmet un nouveau paquet de données en ce moment même. Le sujet, Julien Leclerc, est actuellement à son domicile et essaie d'accéder, laissez-moi voir, à un serveur sécurisé basé aux îles de Monaco. » Martin s'est levé d'un bond. Il est à la maison. Il détruit des preuves. Envoyez-moi 2 unités maintenant. Julien et Isabelle ont déferlé dans la maison. Les médias sur la pelouse se sont dispersés alors que la Tesla de Julien dérapait dans l'allée, suivie de près par la voiture d'Isabelle. « Ignorez-les !» a hurlé Julien, forçant la porte d'entrée. Ils ont monté les escaliers jusqu'à la chambre de bébé. La pièce était exactement comme il l'avait laissée, silencieuse, calme, en attente. Le purificateur, a-t-il dit, se dirigeant vers l'obélisque blanc high-tech dans le coin. Julien, la police, a dit Isabelle, jetant un coup d'œil nerveux par la fenêtre. Une voiture. Elle vient d'arriver. Ce sont juste les médias. Viens ici et surveille la porte. Julien a éloigné le purificateur du mur. Il a déverrouillé un panneau caché, a contourné le filtre et a accédé au petit coffre-fort numérique. Il a tapé son code. Il s'est ouvert en cliquant. À l'intérieur, reposant sur du velours noir, se trouvait une petite clé USB élégante. « Je l'ai », a-t-il soufflé. « Dieu merci », a dit Isabelle, un soulagement inondant son visage. « Maintenant, mon ordinateur portable dans mon bureau. » Ils ont couru vers son bureau à domicile, le centre nerveux de son opération. Il a claqué la porte, s'est assis à son bureau et a branché la clé. Isabelle planait au-dessus de son épaule, se tordant les mains. « D'accord », a-t-il dit, ses doigts voltigeants. « Je suis dedans. » Accéder au serveur Fidelity, contourner le gel de l'AMF, router vers le hub de Singapour. Une série de fenêtres de code a clignoté sur son écran. « Allez, allez, ça marche », a chuchoté Isabelle. « La barre de transfert, le bouge, juste quelques secondes de plus », a dit Julien, un sourire laid et triomphant se répandant sur son visage. « Tout part, tout. Ils n'auront rien. Elle n'aura rien. » Bip, bip. Une nouvelle fenêtre a surgi sur son écran. Elle était rouge. Accès refusé. Intégrité du fichier compromise. Verrouillage du système initié. « Quoi ?» a hurlé Julien. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a essayé de fermer la fenêtre. Elle ne voulait pas se fermer. Il a essayé de retirer la clé USB. Le système ne l'éjectait pas. Un nouveau fichier est apparu sur son bureau. Un fichier vidéo. Il était nommé « Un message pour Julien ». « Ne clique pas », a crié Isabelle, mais il l'avait déjà fait. L'écran a vacillé et un visage est apparu. C'était le mien.
Je n'étais pas dans un sous-sol sombre et humide. Je n'étais pas dans un spa. J'étais dans une pièce propre et bien éclairée. J'avais l'air en bonne santé. J'avais l'air puissante. Bonjour, Julien, a dit ma voix claire et froide. Bonjour, Izzy, surprise de vous voir ensemble. Moi pas. Isabelle a laissé échapper un petit cri terrifié. Vous vous demandez probablement ce qui se passe, ai-je continué, comme si je discutais de la météo. Vous voyez, Julien, vous m'avez beaucoup appris sur la sécurité. Pendant que vous étiez occupé à construire votre empire de mensonges, je n'ai fait qu'étudier. La vidéo s'est scindée. D'un côté, moi. De l'autre, un flux en direct d'eux dans le bureau à ce moment-là. Une minuscule webcam cachée dans le moniteur les fixait. Cette clé USB, ai-je dit, était un leurre. Un leurre très coûteux et très évident. Je l'ai échangé il y a 3 jours. La vraie est en sécurité avec moi. Celle que vous venez de brancher. C'est un petit cadeau que j'ai construit moi-même. Ça s'appelle un pot de miel, ou dans votre cas, un piège à fric. Julien tapait sur l'ordinateur portable, essayant de l'éteindre. Il était complètement bloqué. Au moment où vous avez branché cette clé, ma voix a résonné dans la pièce. Elle n'a pas seulement bloqué votre accès. Elle a fait 3 choses. Premièrement, elle a activé un enregistreur de frappe et un packet sniffer qui ont enregistré chacun de vos mouvements, y compris l'IP et les codes d'accès pour votre hub de Singapour. Deuxièmement, elle a initié un vidage complet des données, pas un transfert, de chaque fichier, chaque grand livre, chaque compte secret du serveur de Monaco directement à l'AMF, au parquet national financier, et juste pour le plaisir, à l'URSSAF. Et troisièmement, je me suis penché près de la caméra, mes yeux perçant les leurs. Elle a envoyé votre position exacte en temps réel ainsi qu'une copie de toute votre entreprise criminelle à mon nouvel ami, l'inspecteur Pierre Martin. Comme sur commande, le son d'un bélier a fracassé la porte d'entrée. C'est la police. Nous avons un mandat. Mains en l'air. Isabelle a hurlé un long et perçant gémissement. Julien m'a juste regardé, stupéfait, sur l'écran. Vous voyez, Julien? Ai-je dit, ma voix tombant dans un murmure. Vous aviez raison. Le bébé mérite mieux. Et moi aussi. Je ne vous ai pas vu avec votre maîtresse. Je vous ai vu avec mon enquêtrice. Je ne savais pas qui vous étiez. Je savais qui vous étiez. Et la note, ce n'était pas un adieu. Un petit sourire froid a joué sur mes lèvres. C'était une confession, la vôtre. L'écran est devenu noir. La porte du bureau a éclaté et l'inspecteur Martin se tenait là, son arme dégainée. Julien Leclerc, Isabelle Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et conspiration. Alors qu'il était menotté, Julien a regardé l'écran noir de l'ordinateur portable. Son empire entier, toute sa vie réduite à un miroir noir. Il avait été tellement occupé à surveiller ses arrières qu'il n'avait jamais réalisé que la personne qu'il aurait dû craindre était la femme enceinte qui dormait à côté de lui. Les 6 mois qui ont suivi les arrestations n'ont pas été une période de paix, mais de guerre juridique méticuleuse et acharnée. Moi, ayant donné naissance à une petite fille en bonne santé, Lily, je ne me suis pas retiré dans la maternité. Je me suis préparé. J'ai apporté la même intensité méthodique et froide que j'avais utilisée pour traquer les crimes de mon mari à la poursuite de ses crimes. J'étais, comme l'a dit le procureur fédéral, toute l'affaire de la poursuite emballée dans une couverture. Le procès des États-Unis contre Julien Leclerc et Isabelle Dubois est devenu le spectacle incontournable de la saison. Les médias, qui m'avaient d'abord dépeinte comme une victime tragique et disparue, se sont maintenant efforcés de me dépeindre comme une maîtresse d'œuvre et une justicière d'entreprise. Ils n'avaient pas tout à fait tort. La salle d'audience était une boîte stérile et beige, remplie à la limite légale. D'un côté, Julien Leclerc, plus mince, son visage un masque de rage indignée bouillonnante. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par des ensembles de prêt-à-porter
qui pendait maladroitement sur son cadre, une faible tentative de paraître humble pour le jury. À côté de lui, Isabelle Dubois était un fantôme. Ses cheveux blonds platine avaient laissé place à 5 centimètres de racines foncées et ternes. Elle fixait ses mains, pleurant silencieusement, refusant de regarder sa sœur, assise avec calme et sang-froid à la table du procureur. L'accusation appelle Marie Duval à la barre. J'ai dépassé la table de la défense, mais pas mesuré, mon regard fixé vers l'avant. Je n'ai pas regardé Julien. Je n'ai pas regardé Isabelle. J'en avais assez vu d'eux. Je me suis assis, j'ai prêté serment et j'ai regardé le jury, 12 personnes ordinaires qui allaient décider du sort de mes traîtres. « Madame Duval, » a commencé le jeune procureur acéré, « pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer au jury, avec vos propres mots, ce que vous avez fait après avoir soupçonné votre mari d'infidélité? » Maître Dubois, l'avocat hors de prix de Julien, s'est levé. « Objection, pertinence. Nous ne sommes pas ici pour juger une affaire de divorce. »« Objection rejetée » est claqué le juge. « Cela va au mobile et à la chronologie. Poursuivez, Madame Duval. » Ma voix était claire, nette et dénuée du mélodrame que la salle d'audience convoitait. Je n'étais pas une femme soupçonnant d'une liaison. J'étais une experte comptable judiciaire qui avait détecté un schéma d'anomalie financière. L'affaire, il s'est avéré, n'était qu'un symptôme d'un crime systémique bien plus vaste. C'était une diversion. J'ai passé les 4 heures suivantes à guider le jury à travers les données. Je n'ai pas parlé de trahison ni de cœur brisé. J'ai parlé de transferts rapides, de sociétés écrans et de grands livres chiffrés. J'ai utilisé un pointeur laser pour leur montrer les signatures numériques, les autorisations antidatées, les comptes miroirs. Je leur ai montré avec une clarté accablante comment Julien et Isabelle avaient systématiquement détourné plus de 70 millions d'euros de Leclerc Innovation, une grande partie liée à des contrats gouvernementaux sensibles. Donc, vous voyez, ai-je conclu me tournant vers le jury, il ne s'agissait pas d'un mariage brisé, il s'agissait d'une atteinte à la sécurité nationale facilitée par la cupidité et couverte par un écran de fumée de bonheur domestique. L'air était électrique, mais Maître Dubois a vu une ouverture. Il s'est approché de la barre pour son contre-interrogatoire, le visage un masque de fausse sympathie. « Madame Duval, » a-t-il commencé, sa voix dégoulinante de condescendance. C'était une histoire remarquable, l'histoire d'une femme bafouée, ne diriez-vous pas? Je dirais que c'est une histoire de racket, ai-je répondu sans cligner des yeux. Vous étiez enceinte de 7 mois, vos hormones, a-t-il ricané. Le mot devait être accablant. N'est-il pas vrai que vous étiez, de l'aveu même de votre meilleur ami, paranoïaque et obsédé par votre mari? J'étais obsédé par la vérité, ai-je dit. Ma grossesse est hors de propos. Ma profession ne l'est pas. Votre profession? Vous n'aviez pas travaillé depuis 2 ans. Vous étiez une femme au foyer. N'est-il pas vrai que vous avez engagé une détective privée, une Madame Sarafina Bernard, pour piéger votre mari, pour jouer le rôle d'une maîtresse, pour fabriquer des preuves? J'ai retenu Madame Bernard, oui, ai-je dit calmement. Après avoir découvert que mon mari l'avait déjà engagé pour monter un dossier d'infidélité contre moi afin d'annuler notre contrat de mariage. Je lui ai simplement offert une contre-offre plus convaincante et plus véridique. Quant au piège, Maître Dubois, vous ne pouvez pas piéger quelqu'un en lui faisant commettre un crime qu'il commet déjà depuis 2 ans. Vous ne pouvez que lui donner les outils pour s'exposer. Donc, vous avez simulé votre propre disparition, a-t-il tonné. Vous avez laissé une note hystérique et émotive. Vous avez menti à la police. Vous avez gaspillé des milliers d'euros en ressources publiques. Tout cela pour cette vengeance théâtrale? Objection, a crié le procureur. Je l'autorise, a dit le juge, se penchant en avant. Répondez à la question, Madame Duval. Je me suis penché vers le microphone. Je n'ai pas menti, monsieur. Je suis parti. Je me suis retiré, ainsi que mon enfant à naître.
d'une situation dangereuse et volatile. J'ai laissé une note à mon mari qui était, comme je suis sous serment, 100% véridique, et je n'ai pas gaspillé les ressources de la police. J'ai remis à l'inspecteur Martin un dossier achevé à 99%. Le théâtre, comme vous l'appelez, était le seul moyen d'amener un homme comme Julien Leclerc, un homme qui se croit au-dessus de toutes les lois, à commettre une erreur. C'était le seul moyen de le faire tomber dans le piège qu'il avait lui-même tendu. Le piège, a ricané Dubois. Et quel piège était-ce? Le disque dur, celui que vous admettez avoir planté dans son coffre-fort de chambre d'enfant. Maître Dubois, ai-je dit, un petit sourire froid effleurant mes lèvres. Mon mari n'a pas été arrêté à cause du disque dur que j'ai planté. Il a été arrêté parce que, tandis que toute sa vie implosait, son premier et unique instinct a été de courir à son bureau à domicile avec sa co-conspiratrice pour accéder à un compte offshore illégal de plusieurs millions d'euros. Il a été arrêté parce que sa cupidité était plus puissante que son bon sens. Je ne l'ai pas piégé. J'ai simplement éclairé les barreaux d'une cage qu'il se construisait depuis des années. Dubois est resté silencieux. Il n'avait plus de questions. Le coup de grâce est venu le lendemain. L'accusation a diffusé la vidéo, toute la vidéo, celle capturée par la webcam dans le moniteur du bureau de Julien, déclenchée par la clé USB pote de miel. Le jury a regardé, horrifié, les deux personnes les plus puissantes de Leclerc Innovation, le PDG charismatique et la brillante directrice financière, se dissoudre dans une panique animale et primaire. Ils ont vu Julien frapper du poing, Isabelle hyperventiler. Ils l'ont entendu hurler. C'est elle qui fait ça, cette garce, elle prend tout. Ils ont entendu le gémissement perçant d'Isabelle. Mon nom est sur tout. Et puis, ils ont regardé l'écran divisé alors que mon message préenregistré expliquait, avec des détails froids et précis, exactement comment il venait de se détruire. La vidéo a pris fin et la salle d'audience est restée silencieuse. Le jury n'a pas délibéré plus d'une heure. Sur le chef d'accusation de conspiration en vue de commettre une fraude par virement bancaire, coupable. Sur le chef d'accusation de détournement de fonds, coupable. Sur le chef d'accusation de blanchiment d'argent, coupable. 24 chefs d'accusation au total, coupable, coupable, coupable. Isabelle Dubois s'est effondrée, un tas sans eau, et a dû être emportée hors de la salle d'audience par les huissiers. Julien Leclerc n'a pas bougé. Il a simplement regardé, non pas le juge, non pas son avocat, mais moi. Son visage n'était plus en colère. Il était, pour la première fois, vide. Il m'a vu, vraiment vu, non pas comme sa femme, non pas comme une possession, mais comme l'architecte de son anéantissement. C'était un regard de pur choc inaltéré. Il avait été tellement occupé à construire sa propre légende qu'il n'avait jamais lu les petites lignes. Je me suis levé, j'ai ajusté le revers de mon blazer et je suis sorti de la salle d'audience sans jamais regarder en arrière. La récolte du karma a été brutale et rapide. Julien Leclerc, en tant que chef de file et violateur de contrats gouvernementaux, a été condamné à 20 ans dans une prison fédérale à sécurité moyenne. Isabelle Dubois, pour sa coopération après le verdict de culpabilité, une dernière tentative désespérée pour se sauver, a reçu 12 ans. Leclerc Innovation a été dissoute. Ses actifs saisis par le gouvernement pour rembourser les contrats qu'elle avait fraudés. Le bâtiment étincelant de verre et d'acier a été cadenassé. La marque Leclerc est désormais synonyme de déshonneur. Maître Dubois a été par la suite enquêté pour ses tactiques de gestion de la réputation d'entreprise qui frôlaient l'entrave à la justice. J'ai vu ma sœur une dernière fois dans une zone de détention stérile avant qu'elle ne soit envoyée en prison. J'avais demandé la rencontre. Isabelle était assise derrière l'épais vert, son visage gonflé et jaunâtre, ses mains menottées. « Pourquoi es-tu ici ?» a chuchoté Isabelle, sa voix rauque. « Pour jubiler? Pour me regarder souffrir? »« Non, » ai-je dit, ma voix douce. « Je suis ici pour comprendre. »
Nous étions sœurs. Isabelle a laissé échapper un son, une toux sèche et cassée qui était presque un rire. Sœur, tu as toujours été la brillante, la belle, la préférée de papa et maman. Tu as eu la carrière de haut vol. Tu as eu lui. Il était mon mari ici. Et j'étais sa directrice financière, a-t-elle crié, frappant la table de ses mains menottées. C'est moi qui ai fait fonctionner cette entreprise. J'ai construit les modèles financiers. J'ai sécurisé le financement. Il m'a vu. Il m'a dit que j'étais la brillante. Il m'a dit qu'avec toi hors de vue, nous pourrions être. Il t'a utilisé, Izzy, et je dis, la tragédie de tout cela s'installant enfin en moi. Il a utilisé ta jalousie. Il a utilisé ton talent. Il m'a utilisé pour construire son entreprise, et il t'a utilisé pour la voler. Nous n'étions que deux outils différents dans sa boîte. Il m'aimait, a chuchoté Isabelle, une larme roulant sur sa joue. Non, ai-je dit en me levant. Il n'aime personne, pas même lui-même. Il n'aime que l'idée de gagner. Et à la fin, c'est tout ce qu'il aura. Un rappel de 20 ans qu'il a perdu. Adieu, Isabelle. Je l'ai laissé là, pleurant pour un homme qui avait déjà oublié son nom, prisonnière d'une jalousie qu'elle avait nourrie toute sa vie. Un mois plus tard, on a frappé à la porte de mon nouvel appartement. C'était un 2 pièces lumineux et douillet, rempli du chaos joyeux et désordonné d'un nouveau-né. Un tapis d'éveil, un chauffe-biberon, un mobile à moitié monté. C'était une vie, pas une salle d'exposition. J'ai ouvert la porte, bébé Lily endormi sur mon épaule. L'inspecteur Pierre Martin se tenait là, son chapeau à la main. « Madame Duval, a-t-il dit, se déplaçant maladroitement. « Inspecteur, j'ai souri. Entrez, s'il vous plaît. Je peux vous offrir un... Eh bien, j'ai de l'eau ou du lait pour bébé. » « De l'eau ira très bien, merci. » Il est entré, sa grande silhouette semblant déplacée. Il a accepté le verre et a pris une gorgée, principalement pour avoir quelque chose à faire de ses mains. Je suis venu clore officiellement le dossier de personnes disparues, a-t-il dit avec un petit sourire narquois. La paperasse. J'apprécie, inspecteur. Il a regardé autour de la pièce, si différente du manoir froid et moderne où il m'avait vu pour la première fois. C'est agréable. Vous avez bonne mine. Le bébé, elle est magnifique. Merci, ai-je dit, ma voix chaleureuse. Nous sommes heureuses ici. Un silence gênant s'est installé. Écoutez, Madame Duval, a-t-il finalement lâché. Je dois dire, je suis flic depuis 20 ans. Quand je suis entré dans cette maison, quand j'ai vu cette nonne, j'avais toute une histoire écrite dans ma tête. Femme enceinte hystérique et hormonale, mari infidèle et violent, une dispute domestique qui tourne. Eh bien, vous savez, je cherchais un corps. Je sais, ai-je dit doucement. Je cherchais une victime, a-t-il continué. Mais vous n'avez jamais été une victime, n'est-ce pas? Vous étiez un putain de prédateur. Vous étiez l'enquêtrice principale. Vous avez mené votre propre opération d'infiltration. Vous avez commis, je ne sais pas, au moins une douzaine d'infractions passibles de poursuite. Effraction dans votre propre maison, falsification de preuves, obstruction. Vous avez de la chance que le procureur ait été si reconnaissant. J'étais une mère, inspecteur, ai-je dit, mes yeux rencontrant les siens. Je n'étais pas une justicière. Je protégeais mon enfant. Je ne pouvais pas aller à la police. Je n'avais aucune preuve solide. J'étais une femme enceinte hormonale. Rappelez-vous, Julien m'aurait enterré au tribunal. Il m'aurait dépeinte comme instable et m'aurait enlevé mon enfant. La seule façon de gagner était de le laisser penser qu'il gagnait. La seule façon d'obtenir justice était de le laisser s'exposer. Martin a hoché la tête lentement. Cette note? Je pense encore à cette note. Il a sorti une copie froissée de sa poche, celle du dossier de preuve. C'est la partie qui me frappe. Il a dit que c'était parfait. Vous n'expliquiez pas pourquoi vous partiez. Vous expliquiez pourquoi vous restiez pour vous battre. J'ai tendu la main et touché le papier. C'était de la chose la plus vraie que j'ai jamais écrite.
J'ai dit « j'ai vu ». Il pensait que je parlais de l'affaire. Je voulais dire que j'ai vu son vrai lui. Les feuilles de calcul, les comptes offshore, le sociopathe. Je sais qui tu es. Il pensait que je parlais d'un tricheur. Je voulais dire un criminel fédéral. Ne me cherche pas. Il pensait que j'étais une personne disparue. Je lui disais, tu ne trouveras pas la femme faible et brisée que tu pensais que j'étais. Elle est partie. Le bébé mérite mieux. Il pensait que c'était une menace. Ce n'était pas le cas. C'était un plan d'affaires, une promesse, le principe directeur de tout ce que j'ai fait ensuite. Martin a rangé la note dans sa poche. Il a regardé le bébé endormi dans mes bras. Eh bien, Madame Duval, il semble que le bébé a obtenu mieux. Ce fut un honneur, d'une manière étrange et terrifiante, de m'occuper de votre affaire. Il a souri. Ne refaites jamais ça. J'ai l'intention de mener une vie très, très ennuyeuse, inspecteur. J'en doute, a-t-il dit, inclinant son chapeau. J'en doute fort. 6 mois plus tard, le parc était doré par le soleil de fin d'après-midi. Je suis assise sur un banc, berçant doucement d'une poussette. Lily gazouille, ses petites mains tendant vers un jouet en bois. Sophie est assise à côté de moi, me tendant un net. Bon, alors, Dubois et Leroy, solution financière. On est sûr du nom? J'ai ri, un rire facile et sincère qui atteignait mes yeux. C'est parfait. L'ironie est délicieuse. Utilisez le nom de ta sœur, celle qui a essayé de te ruiner. Je me le réapproprie, ai-je dit, prenant une gorgée. C'est un rappel qu'un nom n'est qu'un nom. C'est ce que tu en fais qui compte. D'ailleurs, Duval et Leroy sonnaient trop domestiques. Sophie a levé les yeux au ciel. Alors, notre première cliente, Madame Dupont, elle a mordu à l'hameçon. Ce n'est pas un hameçon, Sophie, ai-je dit, même si je souriais. C'est une femme en mauvaise posture. Son mari lui donne une allocation de 200 € par semaine pendant qu'il cache des actifs dans une fiducie. Il ressemble beaucoup à Julien, juste en plus bête. Alors, tu l'aides à monter son propre pot de miel? Je l'aide à effectuer un audit financier, ai-je corrigé, pro bono. Je lui apprends à lire un relevé bancaire, à repérer une société écran et à monter un dossier pour son avocat. Je ne suis pas une justicière, ai-je dit, faisant écho à mes mots à Martin. Je suis juste une très bonne experte comptable, une consultante. Sarafina Bernard avait été notre première et unique investisseuse. Elle avait envoyé un chèque de 100 000 € à Dubois et Leroy avec une note. Pour les 10 prochaines femmes qui ont besoin de tout brûler, appelez-moi quand vous aurez besoin qu'une porte soit défoncée. J'ai regardé ma fille endormie, son visage un parfait petit tableau de paix. J'ai pensé à la vie que j'avais eue, la maison de verre, les voitures chères, l'homme creux avec qui j'étais marié. Tout était si bruyant. C'était mieux. C'était réel. J'avais disparu, oui. J'avais repéré mon mari avec sa magnifique maîtresse et à ce moment-là, j'avais eu un choix. M'effondrer ou calculer. J'ai choisi de calculer. La note avait été la clé. Ce n'était pas une explication de mon désespoir. C'était la facture de sa trahison. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était la phrase d'ouverture de ma vraie vie. Je n'avais pas été une demoiselle en détresse. J'avais été une experte comptable judiciaire et je venais de commencer l'audit le plus important de ma vie. J'avais équilibré les comptes. Et enfin, après tout cela, ma vie était pour la première fois vraiment, manifestement, dans le vert. Est-ce que Julien et Isabelle ont eu ce qu'ils méritaient? Peut-être. C'est difficile de le dire avec certitude. La justice est une machine lente, complexe. Mais ce que je sais, c'est que la vie continue. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était le mieux qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai commis des erreurs. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est simple. Rien n'est parfait. Mais elle est